Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de Wikipodcast, l'émission qui démystifie les grands moments de l'histoire pour vous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement sanglant et controversé qui a profondément marqué la France du XVIe siècle, le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est un sujet fascinant, d'autant plus qu'il est le résultat d'un entrelacement complexe de facteurs religieux, politiques et sociaux. Cet épisode est crucial pour comprendre les guerres de religion en France. Exactement. Pour commencer, il est important de savoir que le massacre de la Saint-Barthélemy est une tuerie de masse qui a débuté le 24 août 1572, le jour même de la Saint-Barthélemy, et qui a vu plusieurs milliers de protestants ou huguenots être massacrés par des catholiques à Paris. Et cette violence ne s'est pas limitée à la capitale. Le massacre s'est prolongé pendant plusieurs jours à Paris, puis s'est étendu à plus d'une vingtaine d'autres villes de France durant les semaines, voire les mois suivants. Un véritable raz-de-marée de violence. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il faut se replonger dans le contexte. Nous sommes 2 ans après la paix de Saint-Germain-en-Laye en 1570, une paix qui avait mis fin à la Troisième Guerre de religion et accordait aux protestants une liberté limitée de pratiquer leur culte. Une paix précaire, il faut le souligner, car les catholiques les plus intransigeants ne l'acceptaient pas. C'est précisément dans ce climat tendu que la reine-mère Catherine de Médicis et le roi Charles IX, soucieux d'éviter une reprise des hostilités et conscients des difficultés financières du royaume, décident de consolider la paix par un mariage princier. Il s'agit du mariage entre la fille du roi, Marguerite de France ou Marguerite de Valois, et le prince protestant Henri III de Navarre, le futur Henri IV de France. Ce mariage, initialement prévu pour mai 1572, est repoussé au 18 août 1572 et rassemble à Paris tous les grands chefs de l'armée protestante. C'est une tentative de réconciliation politique majeure, mais qui rencontre une forte opposition. Ni les intransigeants des deux partis, ni même le pape, qui refuse d'envoyer la dispense de consanguinité, n'acceptent cette union. Le roi d'Espagne, Philippe II, condamne également ce projet politique de la reine-mère. L'ambiance à Paris est explosive. La ville est farouchement anti-huguenot. La présence d'un si grand nombre de gentilshommes protestants venus escorter leur prince choque les Parisiens catholiques à l'extrême. Et prédicateurs, notamment capucins et dominicains, ont martelé leur opposition à ce mariage. Ajoutez à cela de mauvaises récoltes, une hausse des prix et le luxe déployé pour les noces royales, et vous avez une poudrière prête à exploser. La cour elle-même est sous tension. Catherine de Médicis n'a pas l'accord du pape Grégoire XIII, et les prélats français sont hésitants. Les rivalités entre grandes familles réapparaissent, notamment entre les Guises et les Montmorency. Le duc de Montmorency, gouverneur de Paris, ne parvient pas à contrôler les troubles urbains et préfère même quitter la ville. Et c'est dans ce contexte surchargé que survient l'événement déclencheur, le premier acte de la crise. Le 22 août 1572, soit 4 jours seulement après le mariage, a lieu une tentative d'assassinat de l'amiral Gaspard de Coligny. Coligny, chef du parti protestant et récemment réintégré au Conseil royal, est visé par un tir d'arquebuse alors qu'il quitte le Louvre. Il s'en tire blessé, mais les soupçons se portent très vite sur les proches des Guises. Mais qui était l'instigateur ? C'est une question que l'historiographie a longtemps débattue. Les Guises sont les suspects les plus probables, cherchant à venger la mort du duc François de Guise, assassiné 9 ans auparavant, un acte qu'ils attribuaient à Coligny. Le coup de feu est d'ailleurs tiré depuis une maison appartenant à un de leurs familiers. D'autres pistes incluent le duc d'Albe, gouverneur des Pays-Bas au nom de Philippe II d'Espagne. Coligny projetait en effet d'intervenir militairement aux Pays-Bas pour les libérer du joug espagnol, ce qui faisait de lui une menace aux yeux des Espagnols. Cependant, la correspondance diplomatique de l'époque ne permet pas de prouver l'implication espagnole. La tradition historiographique a également pointé du doigt Catherine de Médicis, supposant que Coligny avait acquis trop d'influence sur le jeune Charles IX, suscitant jalousie et crainte de voir le royaume entraîné dans une guerre contre l'Espagne. Cependant, la plupart des historiens contemporains doutent de sa culpabilité, compte tenu de ses efforts pour la paix intérieure. L'hypothèse d'un acte isolé, commandité par un personnage moins important proche des milieux guisards et pro-espagnols, est aussi avancée, avec le nom de Charles de Lauviers, seigneur de Mauvert souvent cité. Quoi qu'il en soit, cet attentat provoque l'indignation des protestants qui réclament vengeance, et Paris se retrouve au bord de la guerre civile. Le roi Charles IX, accompagné de sa cour, se rend au chevet de Coligny et lui promet justice. Mais face à cette reculade du roi devant les protestants, les Guises menacent de quitter la capitale, laissant le roi et la reine-mère dans le désarroi. La peur s'installe à la cour de se retrouver seule face aux protestants, d'autant que des protestants viennent bruyamment réclamer justice à Catherine de Médicis. C'est dans cette situation de crise que se tient le soir du 23 août 1572 une réunion cruciale, le Conseil étroit.
Autour de la reine-mère, on retrouve le duc d'Anjou, le garde des Sceaux René de Birague, le maréchal de Tavannes, le baron de Retz et le duc de Nevers. Très probablement, c'est ce conseil qui décide de procéder à une justice extraordinaire. La décision est prise d'éliminer les chefs protestants pour prévenir une insurrection. Cependant, les jeunes princes de sang comme Henri de Navarre et le prince Condé sont épargnés. Il n'existe cependant aucun document prouvant avec certitude que cette décision a été prise à cette réunion précise. Peu après cette décision, les autorités municipales de Paris sont convoquées. On leur ordonne de fermer les portes de la ville et d'armer les bourgeois, pour prévenir tout soulèvement. Le commandement des opérations militaires est confié au duc de Guise et à son oncle duc d'Aumale. La chronologie exacte des événements est difficile à établir en raison du manque de concordance des sources. Mais ce que nous savons, c'est que le commando du duc de Guise se rend rue de Béthisy à l'hôtel de l'amiral Coligny. Coligny est tiré de son lit, achevé et défenestré. Les nobles protestants logés au Louvre sont ensuite évacués et massacrés dans les rues avoisinantes. Leurs corps sont dénudés, traînés et jetés dans la Seine. Ces assassinats ciblés constituent le deuxième acte du massacre. Le troisième acte débute au cours de la nuit du 23 ou 24 août. Les assassinats de chefs protestants se transforment en un massacre généralisé de tous les protestants, sans distinction d'âge, de sexe ou de rang social. Alertés par le bruit et l'agitation, les Parisiens les plus exaltés se laissent emporter par la peur et la violence. Ils attribuent à tort le trouble nocturne aux protestants et se mettent à les poursuivre, pensant défendre leur ville. Le tocsin sonne à la cloche de l'église Saint-Germain à l'Auxerrois, près du Louvre, et est rapidement repris par d'autres clochers. Un véritable raz-de-marée de violence. La tuerie dure pendant plusieurs jours malgré les tentatives du roi pour l'arrêter. Enfermés dans une ville quadrillée par la milice bourgeoise, les protestants ont peu de chances de s'en sortir. Leurs maisons sont pillées, leurs cadavres jetés dans la Seine, même les étrangers sont touchés. Dès le matin du 24 août, le roi ordonne en vain l'arrêt du massacre. Il prend diverses mesures pour tenter de rétablir l'ordre et protéger les personnes menacées. Le duc de Guise et le duc de Nevers sont envoyés pour protéger certains protestants de rang. Et des refuges sont trouvés à l'hôtel de l'ambassadeur d'Angleterre ou auprès de la famille royale elle-même. Le 26 août, Charles IX tient qu'un lit de justice devant le Parlement de Paris, où il endosse ses responsabilités de l'assassinat des chefs protestants. Il déclare avoir agi pour prévenir l'exécution d'une malheureuse et détestable conspiration menée par l'amiral Coligny contre lui-même, sa mère et l'État. C'est cette version officielle qui est propagée en Europe. Les réactions en Europe sont contrastées. Le pape Grégoire XIII se réjouit, fait chanter un Te Deum et commande des fresques célébrant l'événement. Philippe II, espagnol, déclare que c'est le plus beau jour de sa vie. En revanche, Maximilien II, empereur des Romains et beau-père de Charles IX, déclare que « régler les querelles religieuses par l'épée ou par la force n'est ni possible ni moralement justifiable ». Élisabeth Ier d'Angleterre prend le deuil, mais accepte diplomatiquement la thèse du complot huguenot. La Saint-Barthélemy s'étend en province. Des villes comme Orléans, Meaux, Lyon, Bordeaux, Toulouse sont touchées. Les réactions des autorités locales sont variables. Certaines encouragent les massacres, d'autres tentent de protéger les huguenots, voire de les emprisonner pour leur sécurité. Malheureusement, les prisons sont parfois forcées et les protestants y sont massacrés. Le bilan humain est effroyable. On estime le nombre de morts à 3 000 à Paris et entre 5 000 et 10 000 en tout en France, voire 30 000 selon Jacques-Auguste de Thou. Les conséquences religieuses et politiques sont profondes. Les protestants se voient interdire l'exercice de leur culte et des mesures discriminatoires sont prises. Le roi encourage vivement les conversions forcées. Henri de Navarre, par exemple, abjure le protestantisme le 26 septembre. Cette période entraîne également une forte émigration, notamment vers Genève, surnommée la Cité du Refuge. Au niveau politique, les événements de la Saint-Barthélemy provoquent une remise en question radicale du pouvoir royal, donnant naissance au monarchomaque qui prône une limitation du pouvoir du roi. L'interprétation historiographique de la Saint-Barthélemy est tout aussi complexe. La première hypothèse, très tôt avancée, est celle du massacre prémédité par Catherine de Médicis pour se débarrasser des protestants. La tradition a longtemps mis en avant l'antagonisme entre Charles IX et sa mère, suggérant que Catherine, jalouse de l'influence de Coligny, aurait commandité son assassinat, puis, prise de panique, aurait forcé la main du roi pour l'exécution des chefs protestants. Charles IX est d'ailleurs devenu le principal responsable devant la postérité pour avoir revendiqué le massacre. Sorcières indiquent que les autres répliques du personnage sont aussi apocryphes. La tradition populaire, elle a surtout retenu l'aspect religieux et le fanatisme catholique, comme en témoignent des œuvres comme La Reine Margot d'Alexandre Dumas. À la fin du XXIe siècle, de nouvelles orientations historiographiques sont apparues.
Des historiens comme Jean-Louis Bourgeon estiment que les Parisiens, les Guises et des agents de Philippe II d'Espagne sont les véritables responsables, le roi et sa mère étant étrangers à l'attentat et au massacre. Bourgeon estime l'état quasi insurrectionnel de Paris. Denis Crouzet, lui, replace le massacre dans le contexte idéologique du néoplatonisme. Pour lui, Charles IX et Catherine de Médicis n'avaient pas l'intention d'assassiner Coligny, mais par crainte d'une nouvelle guerre civile ou d'une insurrection protestante, ils auraient choisi de sacrifier les chefs protestants pour maintenir l'unité autour du roi. Terry Wenneck-Fulham attribue une part de responsabilité majeure au duc d'Anjou, frère du roi. Il aurait vu dans ce crime d'État une occasion de s'imposer au gouvernement, agissant au nom du lieutenant-général du royaume. La reine-mère et le roi auraient ensuite été contraints de couvrir son entreprise. Plus récemment, Jérémy Foa, en étudiant les archives notariales, a conclu à un massacre préparé sans être prémédité. Il estime que les tueurs étaient peu nombreux, souvent issus de la bourgeoisie, et bien entraînés à repérer les protestants.